Bienvenue sur Mayotte la première. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro de Maïcha. Ça y est, c'est le début d'Octobre Rose, la traditionnelle campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Il faut savoir que chaque année en France, plus de 52 000 femmes sont atteintes de ce cancer. À Mayotte, l'année dernière, 74 personnes ont été traitées et suivies au CHM, ce qui est déjà beaucoup. Nous allons en parler aujourd'hui. Vous la connaissez, vous l'avez déjà rencontrée pour toute autre chose. Elle fait partie, je suis même un petit peu émue. Elle fait partie donc des personnes que vous rencontrez régulièrement. Elle est très active dans le monde associatif de Mayotte, dans la politique. Elle a décidé aujourd'hui d'en parler pour sensibiliser, mais surtout briser quelques tabous. C'est Yasmina Aouni qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Yumna. Comment ça va? Très bien, merci. Et j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Et je sais à quel point c'était important pour nous d'être là, pour vous aussi d'être là. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation et de venir en parler aujourd'hui. Je sais que beaucoup à la maison doivent se dire en ce moment... Ah bon? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle est venue en parler aujourd'hui, pour nous aider aussi à vous en parler, à vous sensibiliser. Nous sommes avec un spécialiste, un ergonome, psychologue, Mendy Soalihi. Bonsoir. Bonsoir Yumna. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un autre sujet, le cancer, la parole comme thérapie. Vous allez aussi peut-être nous accompagner si nous sommes amis, ou si nous avons une personne de la famille qui est atteinte de cancer. Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette personne et comment est-ce qu'on peut en parler autour de nous. Yasmina, avant de vous donner la parole, nous avons posé la question aussi à des personnes que nous avons rencontrées dans la rue pour savoir un petit peu ce que ces personnes pensent de cette maladie. Pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut en parler? On écoute ces réactions. C'est pas un truc à avoir honte si on est malade. Moi, je trouve c'est bien de se confier, que ce soit un ami ou un membre de la famille ou quelqu'un que tu connais, vous avez l'habitude de parler, de se confier. Une maladie, c'est quelque chose qui arrive. Il n'y a pas à avoir honte, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, je peux être en bonne santé. Demain, je peux être malade. Du coup, être malade, ça ne doit pas être choquant ou choquer à quiconque. Il faut surtout en parler parce que dans la vie, il ne faut pas avoir honte. Tu vois, maintenant, tu vois, soit on dame ou soit on c'est là. Du coup, au lieu de se dire ouais, je dis à personne parce que cette personne, quand tu as un conseil, il va pas avoir ton ndrongoa, il n'y a rien, tu vois. Vaut mieux ndrongoe chongoza, tu vois, parce qu'on ne sait pas qui va t'aider. La santé, c'est important pour tout le monde et il faut préserver les gens qu'on aime et notre entourage. Voir les hôpitaux, voir des bons médecins, voir des bons cancérologues, exactement. Et d'en parler le plus tôt possible. Et plus ça sera guéri plus vite et plus ça sera mieux, tout simplement. C'est une maladie en fait qui arrive, c'est pas une maladie bénigne et il faut en parler pour pouvoir trouver le meilleur moyen pour le soigner. Parce qu'il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour pouvoir atténuer les cancers comme la chimio, etc. Et je pense qu'il faut en parler pour pouvoir atténuer les risques que le cancer grossisse. Quand on est malade, on ne se rend pas compte, mais on peut se renfermer sur soi-même. Et en fait, le soutien de la famille, des amis, ça peut beaucoup aider. Donc d'en discuter, de voir les différentes possibilités qui peuvent se proposer, de voir le maximum de médecins possible. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur de ce qui pourrait se passer, parce que c'est vrai que quand on est malade, le plus grave peut arriver. Et il faut penser au plus grave aussi parfois, donc je pense que oui, il faut en parler. D'en parler, c'est pour ça que nous le faisons aujourd'hui avec celle qui ose en parler, Yasmina Aouni. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je vais très bien. J'ai terminé les soins. Donc c'est pour cette raison que je me sens prête à jouer mon rôle de responsable, de personne engagée, de militante dans ce sujet également. Et donc je suis prête à parler de ce sujet-là comme Najla,
l'a fait avant moi, mais elle reste quand même assez seule dans sa démarche. Donc je pense qu'il est important qu'on soit de plus en plus nombreuses à en parler, afin que beaucoup comprennent que ce n'est pas comme si on avait commis un meurtre. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, ça nous tombe dessus à nous. Ça peut tomber sur n'importe laquelle d'entre nous. Donc il est important d'accepter que c'est là, que c'est arrivé, et de faire le nécessaire pour guérir, pour s'en sortir. Comment est-ce que vous l'avez découvert? En suivant mon instinct, mon intuition. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Pendant quelques semaines, j'ai eu comme une petite voix dans ma tête qui me disait qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose. Et puis, un jour, je me suis décidée à aller voir un médecin pour qu'il me confirme ce diagnostic. Parce que j'avais vu une toute petite boule, mais vraiment toute minuscule. Et en tant que femme, avec les hormones, etc., c'est vrai qu'on peut avoir des boules apparaître puis disparaître. Mais quand j'ai vu celle-là, j'ai décidé d'aller voir le médecin et je savais que c'était ça. Mais c'est vrai qu'en tant que femme mahoraise, nous sommes souvent prises dans notre quotidien, dans nos obligations de mère, d'épouse, etc. Et parfois, on n'a pas le temps d'écouter cette intuition, on n'a pas le temps d'écouter son corps, tout simplement. Et je suis ici pour dire qu'il faut qu'on se permette cela. Il faut qu'on se permette de s'écouter un peu. Ensuite, le médecin le confirme, voilà, vous diagnostique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Et vous vous dites quoi? Malheureusement, aujourd'hui, on associe considérablement le mot cancer à la mort. Et moi, je n'ai pas fait exception. Quand le diagnostic est tombé, c'est vrai que j'ai tout de suite vu toute ma vie défiler. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes proches, j'ai pensé à ma vie. J'ai fait le bilan de ma vie, je me suis demandé si j'étais satisfaite. Est-ce qu'il y avait des choses que je pouvais faire autrement? Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans un premier temps. J'ai vécu un choc, c'était quelque chose de choquant, même si en partant de chez moi pour aller voir le médecin, je m'étais déjà convaincue que c'était ça. Mais quand même, la confirmation reste un moment assez choquant. Et je pense qu'il faut du temps pour accepter que c'est comme ça. Et puis, une fois que j'ai accepté que c'était là, que la situation était celle-là, j'ai décidé de me battre, de me soumettre aux soins et de chercher partout où je pouvais des raisons de me battre, des raisons de vivre et des moyens de m'armer au mieux contre cette maladie. Juste avant de vous poser une question, Mendy, Yasmina, ça s'est passé comment après pour l'annoncer aux gens? Parce qu'il y a cette étape, vous êtes seule chez le médecin, il vous l'annonce, vous êtes seule. Ensuite, vous devez justement le partager aux autres. Vous l'annoncez comment? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il s'agit de nous. Donc quand on nous annonce la nouvelle, on est choqué. Mais c'est vrai qu'au moment de l'annoncer aux proches, c'est encore une autre douleur parce qu'on les aime, ces proches, et on n'a pas forcément envie de leur annoncer une nouvelle aussi mauvaise. Et je me rappelle surtout des réactions de mes parents. Ma mère, elle m'a encouragée. En fait, quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle a été forte, elle m'a rassurée, elle m'a demandé de croire en Dieu, de voir cela comme une épreuve qui allait me permettre quelque part de bénéficier d'une certaine élévation spirituelle. Mais elle me tenait ce discours très positif pour, dans la foulée, aller pleurer toutes les larmes de son corps. Mais devant moi, elle restait digne et elle restait profondément sage, ce qui a été très enrichissant pour moi. Et quant à mon père,
je ne savais pas. Ma mère, je lui ai annoncé la nouvelle. En fait, j'ai appris la nouvelle la veille de l'Aïd et je ne voulais pas du tout gâcher l'Aïd de ma mère. Donc j'ai attendu le lendemain de l'Aïd et là encore, je ne voulais pas lui annoncer, mais j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait qu'elle le sache. Et puis mon père, j'ai attendu un peu plus parce que bizarrement, je savais qu'il allait encore plus souffrir qu'elle. Et quand je lui ai annoncé la nouvelle, il n'a rien pu me dire. Et il vit à La Réunion, il ne vit pas à Mayotte. Et quand je l'ai vu, une fois arrivé à La Réunion, il avait perdu tellement de poids qu'il ne... Même ses ceintures, en fait, il les serrait, mais malgré tout, les pantalons tombaient. Donc c'est là qu'on réalise l'amour de nos proches et on se dit, bon, quand ils m'ont eu, ils ne s'attendaient pas à ce que je parte avant eux. On réfléchit, et puis là, tout de suite, on se dit, ben, en fait, tous ces différends qu'on avait, parce que bon, quand on vit, quand on sait qu'on a tout son temps devant soi, on se permet d'avoir des rancunes, on se permet de laisser certains conflits en suspens, certaines incompréhensions en suspens. Mais à ce moment-là, où je réalisais qu'était peut-être arrivé le temps de dire au revoir à mes enfants et à mes parents et à toute ma famille, j'ai compris que beaucoup de différents n'étaient ni plus ni moins que des subtilités. Donc j'ai laissé place à l'amour et à la complicité. Et croyez-le ou non, mais ça a été profond et ça a été magique, magnifique. Mendy, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On a l'impression d'annoncer quoi aux gens, de leur affliger peut-être un petit peu notre douleur, Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Déjà, il faut une certaine force, je pense, en soi, comme Madame vient de l'expliquer, d'apprendre un diagnostic comme celui-là qui nous confronte à notre propre mort. Et donc c'est traumatisant, bien entendu. Donc on voit qu'il y a eu quand même un cap déjà à passer par rapport à soi-même, d'accepter justement cette maladie. Et ensuite, au-delà de ça, donc dépasser cet effet de sidération pour ensuite justement en faire part à l'entourage proche. Donc là, en l'occurrence, on a vu que Madame, elle a temporisé un peu. Avec la maman, ça a été un peu plus aisé, et avec son papa un peu moins. Donc elle ressent aussi justement en fonction de comment les gens sont capables d'accepter ou pas. Et donc voilà, donc c'est plus comme ça, je veux dire, c'est d'abord un travail à faire avec soi et à partir de là, on peut tout doucement justement, en fonction justement du soutien qu'il y a autour et des liens qu'on a aussi avec les personnes. Je pense que c'est pas un hasard qu'elle soit adressée en premier lieu à sa maman. Exactement. Et d'ailleurs, on l'a entendu aussi dans les réactions tout à l'heure. Même les plus jeunes disent, voilà, il faut en parler, c'est important d'en parler, de se sentir voilà, aimé, de se sentir en sécurité aussi avec les autres. Yasmina aussi, elle le dit souvent, elle en parle, elle a pris le temps, étape par étape. Est-ce que, justement, il faut en parler pour qu'on ait moins peur de ce cancer? Elle a dit quelque chose de très important. On assimile souvent cancer et la mort. Est-ce qu'il faut en parler justement? Est-ce qu'il faut qu'on arrive dans une société où on parle de ça aussi facilement, peut-être pour ne plus en avoir peur? Oui, je pense. Je pense que c'est une bonne chose, effectivement. D'ailleurs, on l'entend bien aussi dans le discours de Madame, que c'est une bonne chose qu'on puisse justement en parler et une façon un peu de dédiaboliser un peu la chose, justement, parce qu'en fait, on se sent vraiment investi d'une tare. On l'entend quand Madame, c'est vraiment quelque chose de presque inaudible à l'extérieur. Et puis surtout, on a peur aussi d'être stigmatisé, vous voyez. Donc, quand on est porteur d'une maladie aussi grave, donc il y a toutes ces dimensions-là, et c'est justement pour ça que ça serait bien qu'on puisse justement dédiaboliser encore une fois tout ça et pouvoir en parler sereinement et expliquer. Yasmina, qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire ici? Beaucoup de choses, plusieurs choses. Premièrement, le nombre de malades. Vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau national, c'est beaucoup de personnes. Et c'est à peu près le tiers de la population mahoraise qui, tous les ans, voit ce diagnostic tomber. Et je pense qu'il est important d'en parler parce que, pour l'instant, à Mayotte, j'ai l'impression qu'institutionnellement parlant et socialement parlant, on réagit encore comme si cette maladie n'existait pas. Il n'y a pas de lieu dédié au dépistage du cancer du sein.
J'ai essayé, hein, je suis allée sur Internet quand le jour où je suis partie voir le médecin. J'ai d'abord essayé de taper dépistage cancer du sein à Mayotte, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas non plus de structure prenant en charge tout ce qui est chirurgie et radiothérapie, parce que selon les diagnostics, certains soins doivent impérativement être prodigués. Et le problème à Mayotte, c'est que pour bénéficier de ces soins-là, il faut partir. Donc c'est comme une double peine. Non seulement on apprend qu'on est atteint d'une maladie qui nécessite que l'on soit entouré de ses proches, mais en fait on apprend qu'on est obligé de s'éloigner de ses proches, de s'exiler. Et à la réunion où j'ai été suivie, on m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. On m'a dit que dans la mesure où il n'y a pas de structure de dépistage ici, la plupart des cas qui arrivent là-bas sont des cas tellement avancés que malheureusement les soignants ne peuvent pas faire grand-chose à part... Il est presque trop tard. Voilà. Donc ça veut dire qu'à Mayotte, on les dépiste beaucoup trop tard. Trop tard, en fait, quand malheureusement le cancer s'est trop propagé, quand il a causé trop de dégâts. Et c'est une maladie qui cause des ravages, qui fait des ravages ici à Mayotte. Nous entendons ici et là des personnes mortes. Parfois, la cause de la maladie est révélée, parfois elle est cachée. Mais le cancer du sein tue beaucoup de femmes. Et je pense que la vie est tellement belle que si à travers des mots, à travers un engagement, à travers une prise de parole publique, on peut pousser certaines à faire le nécessaire pour se préserver, il faut le faire. Ce n'était pas du tout facile d'être là, comme la plupart des femmes, c'est encore peut-être un petit peu plus compliqué aussi pour vous. Vous êtes une militante, vous êtes engagée dans la politique et dans le monde sportif. Enfin, oui, je suis. Vous vous dévoilez aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça m'aurait arrangé qu'on me connaisse en tant qu'écrivaine, en tant qu'unique présidente d'un grand club de foot, en tant que femme leader, en tant que... Mais c'est la vie. Il y a... je ne peux pas avoir la conscience tranquille si je ne m'engage pas. Je suis une militante, j'ai des convictions et je ne peux pas, surtout pas, cesser de m'engager, de militer pour cette cause-là, alors qu'elle m'est si personnelle, alors que je l'ai vécue dans ma chair. Voilà. Mais Mendy, nous renvoyons souvent à Dieu ce que nous ne savons pas expliquer, par exemple. Enfin, vous allez peut-être mieux nous en parler. On évite voilà, d'aller fouiller. Ah non, moi je ne vais pas aller savoir ce que le médecin il va me dire. Je ne veux pas savoir ce que j'ai. Et puis si ça doit arriver, eh ben, ça arrivera. C'est ce que Dieu avait destiné pour moi. C'est quelque chose qu'on entend. C'est pour ça que je l'ai dit aussi facilement, parce qu'on l'a déjà tous entendu. Pourquoi est-ce qu'on dit souvent ça, que tant pis, si ça doit arriver, ça arrivera? Est-ce que c'est propre à Mayotte ou est-ce que c'est quelque chose que vous entendez partout? Disons que de par nos origines, arabes, africaines, malgaches, etc., on accorde donc déjà une place très importante à la religion, mais aussi donc une place importante justement à la place et aux causes justement, à des causes naturalistes donc de la maladie. Voyez-vous, donc du coup, en gros, ça vient de Dieu. La maladie, elle vient de Dieu, et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on nous dit, on nous demande d'accepter ce qui vient de Dieu justement. Et d'ailleurs, Madame, sa maman, à un moment donné, lui a référé en lui disant, c'est une épreuve qui vient de Dieu. Donc, c'est en nous, c'est dans notre tradition, dans notre culture, on a, on a cette façon justement de lier l'origine de la maladie à des croyances, à la dimension sacrée, divine. À Dieu. Et donc du coup, c'est aussi parce que quelque part le cancer, on n'a même pas de nom pour le nommer chez nous. Voyez-vous? Donc, ce qui veut bien dire que c'est quelque chose qui n'est pas là. Et donc, du coup, ce qui veut bien dire que dans nos origines, dans notre culture, on ne sait pas faire encore avec cette maladie-là. Voyez-vous? Elle n'est pas ancrée comme d'autres maladies où on dit il est atteint de djinn ou je ne sais pas quoi. Et là, on a des personnes qui savent faire. Voyez-vous? Et donc, du coup, on a cette difficulté à lier donc, entre modernité et culture.
Et donc il faut, c'est justement, je pense que c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler pour que de plus en plus on puisse justement, prendre en compte aussi ces maladies qui viennent d'ailleurs et qui sont connues et où ça se passe très bien et qui sont pris en charge. Donc où on doit justement pouvoir en parler pour pouvoir justement tout doucement aussi être dans cette optique-là et travailler avec ces maladies-là. Comment est-ce qu'on fait pour en parler quand ça nous touche de près ou de loin à la maison, quand c'est notre femme, quand c'est une sœur, une mère, une tante, une cousine? Comment on fait pour en parler? Est-ce qu'il faut en parler tout simplement ou est-ce qu'il y a des choses à dire, à ne pas dire pour être au plus près de la personne? Moi, je pense que c'est surtout l'ignorance qu'il y a autour de la maladie qui peut faire énormément de dégâts, voyez-vous. Et d'ailleurs, des deux côtés, aussi bien le regard extérieur peut exclure énormément, peut énormément stigmatiser, je le disais tout à l'heure, justement parce que les gens ne comprennent pas tout simplement de quoi il s'agit. Encore une fois, on n'a pas les repères, on n'a pas les codes pour pouvoir comprendre cette maladie-là et faire avec, voyez-vous. Et donc, du coup, je pense que c'est en ce sens-là que ça peut être très important, donc par rapport à l'extérieur, faire ce travail-là, mais aussi donc par rapport à l'entourage, je pense qu'il faut un espace dans tous les cas de communication, échanger autour de tout ça, parce que souvent on met une espèce de chape de plomb et là aussi ça peut faire énormément de dégâts. Et comment le regard de la société peut affecter encore plus la personne malade? Encore une fois, parce que ce regard-là, il est souvent pas bienveillant, justement, parce qu'il nous renvoie aussi à notre propre mort. Vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, cancer égale mort, donc du coup, ça me renvoie, donc ça m'angoisse, et d'où, justement, ce sentiment de rejet qu'on peut avoir l'impression que les gens ont vis-à-vis de nous, et qui peut aussi exister comme ça. C'est-à-dire, effectivement, les gens ont vraiment peur, et que, d'une certaine façon, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre ça, parce que même si on le dit, c'est pas si évident que ça. Donc il y a tout un travail à faire autour de tout ça. Yasmina, il nous reste juste quelques minutes. Peut-être avoir votre impression sur... peut-être difficile de dire ça comme ça, mais ce que la maladie a changé en fait dans votre rapport par rapport aux autres. Est-ce que quand on vous dit écoutez, ça va mieux, voilà, ça va mieux, donc vous vous dites c'est bon, je vais pouvoir vivre. Est-ce qu'on a l'impression justement de commencer une nouvelle vie? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le rapport avec les autres? Avant de répondre à votre question, je reviendrai juste un peu sur ce que monsieur a dit, qui est très intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom pour nommer le cancer dans nos deux langues locales. Pour autant, ce n'est pas une maladie venue d'ailleurs, dans la mesure où nous sommes... des humains, comme ceux se trouvant dans les quatre coins de la planète. Notre corps a ses caractéristiques et puis selon les gènes, les conditions de vie sociales, notre corps réagit d'une façon et pas d'une autre. Et c'est une maladie qui existe aussi ici. Et je pense que l'enjeu va justement être de faire accepter ce fait-là. Ce n'est pas une maladie venue d'ailleurs, elle a existé en tout temps. Et peut-être que beaucoup de personnes sont mortes ici de cette maladie sans qu'on sache qu'il s'agissait bel et bien de cette maladie-là. Et j'ose vraiment espérer que dans les prochains mois, dans les prochaines années, beaucoup sera fait pour permettre un meilleur dépistage et pour permettre aux personnes diagnostiquées de pouvoir rester ici, aux côtés de leurs proches. Il y a un service oncologie qui fait la chimiothérapie. Donc, on peut bénéficier de la cure de chimiothérapie directement ici à Mayotte. C'est ce que j'ai fait comme choix. Et je salue le personnel du service oncologie du CHM qui est juste magnifique. On dit souvent du mal du CHM, mais là, c'est un service juste génial. Et donc, j'espère que, voilà, on acceptera que c'est une maladie qui nous concerne, parce qu'on est des humains, comme n'importe quel humain. Et plus tôt on le sait, mieux c'est. Plus tôt on fait le dépistage et mieux le traitement est plus simple. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'est une maladie qui affectait plus spécifiquement les femmes d'un certain âge, qui avaient plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, il y en a
qui sont les patientes, les malades sont de plus en plus jeunes. Il y en a qui ont à peine la vingtaine, il y en a qui n'ont jamais été mariés, qui n'ont pas eu d'enfants. En une minute, vraiment, Yasmina, j'aimerais savoir ce que ça a changé. Ben, je réalise mieux la valeur de la vie et je comprends qu'on ne vit que pour une seule raison, être heureux et apporter du bonheur à ceux qui nous entourent. Et lorsqu'on se trouve dans une situation qui ne nous rend pas heureux, je pense qu'il nous faut la quitter. Ou alors notre corps risque de nous rappeler qu'il ne supporte pas, qu'on l'oblige à supporter tant de malheur et tant de tristesse. C'est ce que je retiens de cette épreuve. Merci beaucoup. Vous êtes heureuse aujourd'hui ? Incroyablement heureuse. Oui, c'est une renaissance. Disons que je considère le cancer comme un rappel à l'ordre, une injonction à vivre davantage en conformité avec mes aspirations, une obligation d'être heureuse. Donc voilà. Merci beaucoup. Je sais à quel point ce n'était pas du tout facile d'être sur ce plateau et de le dire et d'en parler aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez saisi le message aujourd'hui d'Yasmina Aouni. Si elle ose en parler, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous dépister et mieux traiter. Il y a des professionnels qui sont à Mayotte qui peuvent vous accompagner, des associations également, comme l'association Amalka qui fait un travail aussi juste remarquable, déjà d'écoute et d'accompagnement donc pour ces femmes. Merci d'ailleurs à Najla aussi qui nous a permis cet entretien, présidente de l'association Amalka. Merci aussi à vous, Mendy. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver aussi pour d'autres sujets. Et puis, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Maïcha. En attendant, vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez sur le site internet.